Discussion avec Paul-Édith Saint-Villiers, Polo dans le milieu du football, le commentateur défensif des Ravens de l'Université Carleton en Ontario. De quoi qu'on a parlé? On a passé en revue tout son parcours, de ses débuts comme analyste vidéo au Rouge et Or, au Vieux-Montréal, au Carabin, au Nomade de Montmorency, au retour au Carabin, jusqu'à aujourd'hui. On a appris beaucoup sur la personne. On l'avait déjà croisé une ou deux fois. Ouais. Mais là, on a eu droit d'avoir une discussion franche avec lui, là, puis de le voir un peu sur une nouvelle facette, là. Une facette d'une clinique. Là. J'ai souvent parlé avec d'anciens joueurs qui l'ont eu comme coach, puis j'ai tout le temps entendu que des bons commentaires, mais là, c'est le fun de pouvoir apprendre à vraiment mieux le connaître. Tout son parcours aussi, tous les allers-retours, si on peut dire, entre le niveau universitaire, collégial qu'il a fait avec plein d'équipes différentes. Puis il semble tout le temps être à la recherche de nouveaux défis aussi, là. Ouais, vraiment. Puis là où il est rendu aujourd'hui, clairement, c'est pas un hasard. Non, Parce que vraiment pas. c'est ça. Il en a fait des affaires avant d'arriver là où il en est aujourd'hui. Ouais. On passe ça? On pense ça comme ça, je pense. That's it. Bon podcast. Bon podcast. Donc, question habituelle dans ces temps de confinement. Comment ça va de ton côté pour la préparation pour la prochaine saison? Puis, est-ce que tu continues à parler aux joueurs de ton équipe? Ah, définitivement, on garde en contact, je te dirais, 2 à 3 fois semaine, on a des meetings, le staff, avec les joueurs un peu moins, mais je te dirais qu'on se texte, puis on se garde au courant de qu'est-ce qui se passe. Je te dirais que là, il y a une semaine, ils ont fini l'école, fait que présentement, c'est pas mal l'attente des résultats, savoir les gars qui doivent prendre des cours d'été, puis les gars que je sais qui étaient borderline, de les pousser un peu, de continuer, puis d'en profiter, de prendre des cours d'été en attendant de ne pas savoir ce qui se passe avec la saison. Fait que, non, on est pas mal au courant de ce qui se passe, puis on garde pas mal contact avec les joueurs ou le staff, là. Si on parle un peu de ton parcours, là, si on revient au début, là, quand tu as commencé à coacher, comment s'est faite la transition joueur-entraîneur? Puis, si on ne se trompe pas, tu as commencé à t'impliquer avec le Rouge et Or. Comment ça s'est fait? Au niveau universitaire, ouais, ça s'est fait avec le Roger, mais je te dirais, ça a été quand même assez simple, là, pour de vrai. Je pense que à l'intérieur de moi, je savais que éventuellement je voulais coacher, là, comme j'ai déjà dit dans d'autres entrevues. Euh, je pense que quand j'étais au Cégep, au Vieux-Montréal, puis j'allais aider au Cougar de Saint-Léonard avant ma saison parce que je commençais à devenir fou, que j'étais tanné de m'entraîner puis de courir. J'avais hâte que la saison commence et que j'allais donner des coups de main au Cougar de Saint-Léonard, qui était l'équipe où j'ai commencé à jouer au foot. Donc, je savais que j'avais un intérêt à coacher. Donc, je dirais que quand que j'ai eu l'appel de Glenn de venir coacher au Rouge et Or en 2003, ben, c'était quand même assez... c'était un choix assez facile pour moi. Puis, c'était pas mal dans quelque chose que je voulais me lancer. Puis, si on se rappelle bien, en 99, le Rouge et Or venait de gagner la Vanier Cup. Fait que c'était un choix quand même facile pour moi. Puis, j'avais joué pour Glenn en 2000. Donc, aller travailler pour lui, c'était comme un parcours normal. Donc, non, ça a été une transition, je te dirais, pas trop difficile. Tu es quand même parti de loin là, pour te rendre jusqu'ici, là. Ça fait longtemps que tu coaches, ça je veux dire plutôt. Mais le rôle a beaucoup changé, là, mais à quoi ça ressemblait dans le temps? Être analyste vidéo en 2003 puis 2004, à quoi ça ressemblait au day-to-day, ce rôle-là? Pour de vrai,
j'ai pas de comparatif, là, je peux dire. C'est sûr que ça fait longtemps que je suis dans le foot, puis il y a comment dirais différents modèles. Ça part tout de l'entraîneur en chef, de qu'est-ce qu'il demande, puis qu'est-ce qu'il exige de son vidéo guy. Mais je te dirais que, au prime abord, au début, la définition, je pense, c'était pas nécessairement clair, mais je pense que Glenn, il voulait le modèle de qu'est-ce qui se rapprochait de qu'est-ce que lui avait vécu quand il était à Houston à l'époque. Fait que je pense que c'était de faire les call-ups pour tout le monde, d'analyser, puis de discuter, puis moi, j'avais une job à temps plein, là. Moi, je rentrais au bureau à 8, puis je partais jusqu'à ce que ça fonctionne. Parce qu'à l'époque, ça marchait pas tout le temps. Fait que j'avais pas comme... aujourd'hui, quand je regarde les gars de vidéo, là, ils ont comme je dirais, un horaire relax, je dirais, là, dans le sens que ils font le vidéo, après ça, il y en a qui coachent en même temps, puis quand tout le monde s'en va, ben, il reste peut-être une demi-heure après, mais je veux dire, à l'époque, c'était comme, je me rappelle, Glenn, il voulait rentrer Exos, c'était au States, fait qu'il fallait que j'appelle en Floride. À l'époque, mon anglais était pas, était pas si bon que ça, fait que mon ami, c'était compliqué juste comprendre comment ça fonctionnait, fait que, à la deuxième année, c'était mieux, mais je veux dire, la première année, c'était de la job, un nouveau système, de savoir comment, la communication, de faire toutes ces affaires-là, c'était différent, mais je te dirais que c'est pas mal les années aussi que j'ai le plus appris au football, par exemple. C'est là que je me suis vu comme coach. C'est là que j'ai compris l'importance du vidéo. C'est là que j'ai compris, j'ai développé mes yeux. C'est sûr que je le sais que je vois les choses un peu plus vite que la moyenne quand je regarde la vidéo, mais je sais ça que j'étais un vidéo guide. Et à force de préparer les code-up pour Justin Etier, pour Marc Fortier, Glenn qui était pointilleux dans certains détails, certaines choses, que ça m'a rendu aussi, veux pas, aujourd'hui, je me regarde comme coach, je suis beaucoup un peu comme ces gars-là, là, je suis très perfectionniste, très pointilleux, je pète les plombs assez facilement sur les petits détails parce que les petits détails, je connais l'importance des petits détails, puis, comment dirais-je, entre la victoire et la défaite, là, c'est les petits détails qui font la grosse différence. C'est que je sais que j'ai un petit côté perfectionniste un peu d'eux, mais je sais que ça part vraiment de mon parcours de vidéo guy. Là. Mm-hmm. Puis, comment c'est quand tu commences à coacher au Rouge et Or, le fait que tu te retrouves à coacher avec tes anciens entraîneurs? Tu sais, à partir de quand tu te sens à l'aise ou peut-être dès le début, là, mais... Jamais. Tu ne sens jamais vraiment à l'aise, je dirais. C'est une job, pour moi, Marc Fortier, c'était mon coach de position, c'était encore mon coach. Puis Justin, c'était à l'époque, quand moi je jouais, c'était le coordinateur des unités spéciales. Il était rendu coordinateur à l'attaque. Fait que Glenn, c'était mon coordinateur défensif quand je jouais. Là, il est rendu le head coach. Et que, je pense que j'ai jamais vraiment été à l'aise, là, je dirais. Je pense que j'étais là, j'apprenais, puis j'étais un peu dans ma mentalité de coach. Là. J'étais là pour apprendre, puis j'essayais d'apprendre à travers ça, mais voir comment que leur façon, leur méthode pédagogique, puis j'avais mon petit cahier, là, je me rappelle que j'ai encore à quelque part là, petit cahier Canada, là, que le soir, quand j'avais un peu de temps pendant l'off-season, des affaires que j'entendais Justin dire au quarterback ou ce que Marc Fortier disait aux gars sur les unités spéciales ou au groupe de demi-défensif. Puis l'approche de Glenn, je pense que c'était beaucoup ça, mais je te dirais que non, je peux pas dire que ces 2 années-là, j'étais à l'aise. J'étais plus j'étais beaucoup en mode apprentissage plus que n'importe quoi d'autre. Tu as gagné 2 Coupes Vanier en tant que dans le staff de coach au Rouge et Or? Oui. Tu en as gagné quand tu étais joueur aussi? Non, au fond, 2003-2004, c'est vraiment quand j'étais vidéo gars, quand j'ai commencé à coacher. Puis après ça a été au Carabin en 2014. OK. Fait que tu as du succès avec le Rouge et Or. Tu fais partie d'une équipe gagnante. Ça a été quoi la transition,
l'offre? Tu sais, qu'est-ce qui t'a fait partir du OGA pour aller coordonnateur défensif avec le Vieux-Montréal en 2006? Je je pense, je pense pas que c'était là. Je pense juste que je pense que je brûlais d'envie de vouloir coacher puis d'avoir un plus gros rôle. Puis euh, je, je- je pense qu'à l'époque, ben, il n'y avait pas nécessairement de place pour ça. Puis le timing était bon que mon chum, mon ancien coéquipier Claude Junot était entraîneur, il tombait entraîneur en chef. J'avais l'opportunité de retourner chez nous, puis de faire ce que j'aime, coordonner, ben, avoir une opportunité de coordonner une défensive. Fait que j'étais comme, ben, le timing est bon, je peux retourner à la maison, puis je pense que c'est juste le fit qui était parfait. Je pense qu'il n'y a pas eu d'éléments nécessairement déclencheurs, autre que je pense que je voulais vraiment coacher. Tu sais, ça faisait 2 ans que j'étais dans le sous-sol, dans la grotte, comme on appelle à l'Université Laval, à faire du vidéo, puis à apprendre des meilleurs. On a gagné deux Vanier Cup, 2003-2004. C'était agréable, mais je veux dire, je pense que je commençais à être un peu un mélange de tout, là, homesick, vouloir coacher. Fait que je pense que j'avais l'opportunité de probablement régler tout ça en même temps. Fait que Mhm. j'ai sauté sur l'opportunité, puis j'ai jamais regretté. Comment tu penses que tu as changé comme coordinateur défensif entre quand tu as commencé avec le CVM en 2006-2007 puis aujourd'hui? Oh, wow, j'ai changé de beaucoup. Euh, je dirais, quand j'ai commencé, comment dirais, j'avais l'impression que je coachais toujours des coachs. J'avais l'impression de travailler avec des joueurs universitaires et de travailler Mhm. avec des coachs universitaires. Puis je pense que mes standards n'étaient pas nécessairement réalistes, je dirais. Puis je pense que moi aussi, j'avais pas l'expérience pour m'adapter aux gars puis comprendre, m'adapter un peu aux joueurs puis comprendre euh, comment transmettre, comment transmettre mes connaissances. Que je pense que connaître connaître la game de foot, c'est quelque chose, mais la transmettre à travers des méthodes pédagogiques, puis c'est pas tous les joueurs qui apprennent de la même façon. Fait que je pense que j'avais pas l'expérience nécessaire, mais je pense que j'ai été chanceux d'être dans un programme comme le Vieux-Montréal aussi, qu'on avait des athlètes exceptionnels, puis des gens exceptionnels. Ça a rendu mon apprentissage un peu plus facile, je dirais. Mais je dirais que c'est sûr, aujourd'hui, je suis vraiment baby step dans ma façon de faire les choses. On va y aller lentement. Quand tu es jeune, tu veux tout rentrer, tout ce que tu sais, tu veux tout montrer. Tu veux rentrer 15 coverage, 15 fronts, puis tu te dis c'est correct. Alors que maintenant, je suis plus dans un mode, je vais perfectionner ma couverture 3 avant de rentrer ma cote. J'ai rentré 2 fronts avant de. Je suis plus dans le. Je veux être sûr que tout le monde soit sur la même page à la place que les rentrées comme 25 choses. Je suis beaucoup plus sage, je dirais. Je me suis assagi avec le temps. J'ai Mhm. changé mes méthodes. J'ai changé mes méthodes pédagogiques avec les jeunes. Comment tu, justement, pendant que tu en parles, comment tu décrirais ta relation avec tes joueurs? Spécial. Je pense que je pense que chaque jeune, je me fais toujours un devoir de connaître toute mon unité, de les appeler par leur nom, de leur appeler par leur petit nom. Je veux savoir ce qui se passe dans leur tête, je veux savoir comment ils se sentent, je veux savoir comment ça va dans la vie, je veux savoir comment ça va dans leur famille. Je pense que je pense que souvent on les traite souvent comme des numéros, puis je pense que c'est quelque chose que j'ai toujours été un peu à l'inverse de ça, je te dirais. Moi, je pense que si tu veux qu'un joueur il donne le maximum, ben, à un moment donné, il faut que tu t'intéresses un peu à lui pour qu'il s'intéresse à toi. Puis je pense que c'est juste une question de respect. Je pense que la génération maintenant est beaucoup axée sur le respect puis du donnant-donnant. Je pense que c'est notre devoir de les rendre un peu plus tough, je dirais, de Mhm. les apprendre que le travail puis le toughness, c'est pas juste crier, mais c'est correct de se lever le matin, d'aller s'entraîner, d'aller courir, d'investir dans toi. Fait que moi, je suis beaucoup un gars qui est
très proche de mes joueurs, puis je me fais un devoir de garder cette relation même après le football. Il y a quelques jours, il y avait le repêchage, justement, puis j'ai parlé à tous mes gars, là. J'ai parlé à tous mes gars que j'ai coachés, puis c'était leur moment, comme j'ai toujours fait depuis des années que je coach. J'ai toujours été proche des gars, on se garde toujours en contact, on se texte. S'ils ont besoin de moi, que ce soit pour le foot ou autre chose, ben, je suis là pour eux. Fait que je dirais que j'ai une relation spéciale. C'est sûr que c'est pas avec tout le monde que y a cette connexion, mais je me fais un devoir de faire un effort de toujours être proche, puis de me renseigner, puis d'avoir un certain attachement avec eux, là, je vous dirais. Là. Hmm. C'était quel coach que tu as eu qui pouvait peut-être se ressembler à ton style? Dans le sens, est-ce que cette approche-là, c'est un coach qui t'a marqué dans ton parcours? Définitivement, Marc Santerre. Ouais. Définitivement, Marc Santerre, comme entraîneur en chef, savait le nom de toute son équipe, de tous ses joueurs, savait tout de leur famille, de leur parcours, de leur background. Définitivement, Marc Santerre a été une grosse influence dans ma façon de coacher, que ce soit comme coordinateur défensif, que ce soit quand j'étais entraîneur en chef en Montmorency. Il y a beaucoup de choses que j'ai pris de lui, puis que je pense qu'il y a ses valeurs, qui a probablement plus de valeur aujourd'hui dans comment les jeunes sont, puis la relation qu'il faut avoir entre les joueurs et les entraîneurs. Fait que tu deviens coordinateur défensif au Vieux-Montréal, tu restes 2 ans là, tu fais 2 saisons là? Ouais, 2 saisons, je pense, ouais. 2 saisons. Ouais. C'était la première fois aussi, je pense, que tu coachais à ce niveau-là. Ouais. Au niveau collégial, Ouais. j'avais été coach de position. J'avais été coach de position OK. avant. C'est J'avais ça. été coach de position avant. Ouais. Puis après ça, comment s'est fait ton arrivée avec les Carabins, un retour universitaire? Je te dirais smooth, man. C'était mon ancien entraîneur. C'est mon ancien entraîneur en chef qui était le boss à l'Université de Montréal à l'époque. Je retrouve mon coach de position qui est coordinateur défensif en la personne de Denis Touchette, qui était un mentor dans, 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 dans- dans ma job de foot. Ça a été très smooth, man. Ça a été très, 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 très smooth. J'ai eu des moments mémorables avec tout ce staff-là, Pat Grégory, Spiro. On a eu des bons moments, c'était le fun. Puis c'est sûr, c'était un autre défi. Comment dirais-je, c'était différent. C'était une approche complètement différente que celle que je vais au Rouge et Or. Le branding était différent, tout était différent. Glenn était différent de Marc Santerre. Donc, c'était différent, mais c'était smooth. Je pense que quand je suis arrivé au Carabin, Marc Santerre m'a donné beaucoup de place, puis Denis Touchette m'a donné beaucoup de latitude, fait que j'ai pu vraiment comme faire, je dirais, mes essais-erreurs comme coach de position. Puis je pense que j'avais un bon pédagogue dans la personne de Denis Touchette, fait que je pense qu'il il croit beaucoup aux personnes autodidactes. Fait que j'ai appris un peu tout seul, mais il m'a quand même beaucoup dicté ou m'a un peu guidé, je pense, dans la façon de faire les choses. Puis il était un modèle pour moi, fait que j'ai essayé de voler son style. Mais je te dirais que je me considère, je le dis tout le temps, puis je pense que quand j'ai l'opportunité de faire des entrevues, puis parler, je pense que j'ai un parcours chanceux, je dirais, dans le sens que, il n'y a pas grand monde qui peut dire qu'ils vont coacher avec Glenn Constantin, Marc Santerre, Tony Adeluca, Marco Adeluca. C'est tous des gars qui, aujourd'hui, c'est des incontournables dans le football au Québec, que ce soit collégial ou universitaire. Fait que pour moi, je me considère chanceux. Je pense que, oui, j'ai amené ma touche personnelle, mais je te dirais que j'ai eu des bons exemples. Fait que je serai toujours redevable à ces gens-là. Mm-hmm. On l'a demandé quand on a parlé à Marco Yadeluca, mais je voulais savoir si toi, tu voyais une différence entre coacher
un joueur des Carabins et un joueur du Rouge et Or? Y a-t-il une différence d'approche? Non, man, tu sais, je dirais j'ai l'opportunité dans les dernières années de coacher beaucoup au East-West, au football universitaire, au match des étoiles. Puis, non, je te dirais non, man, l'approche est la même, man. C'est des fighters, c'est des gars qui veulent compétitionner, c'est des gars qui absorbent la technique. Ils ont leur système à eux au Rougeur, ils ont leur système à eux au Carabin. Tout le monde a leur système puis leur terminologie. Mais je te dirais, à la fin de la journée, c'est des genres de foot. Non, on est issus du football. Okay. On est issus du football québécois. Puis la base reste toujours la même. C'est les terminologies qui changent, mais à la fin de la journée, c'est les mêmes techniques puis c'est les mêmes façons de faire. Tu passes comme Pierre le disait tout à l'heure, tu passes de coordinateur défensif à coach de position avec les demi-défensifs au Carabin. C'était quoi le plus gros challenge de quitter un poste de coordonnateur à un niveau collégial? C'est certes un niveau plus bas, mais d'arriver coach de position, mais à un niveau plus haut. Ben, je pense que dans le processus de prendre ma décision, c'était juste premièrement de savoir est-ce que j'étais plus excité d'être coordinateur défensif ou d'être excité d'aller au niveau universitaire. Mon excitation venait plus de coacher au niveau universitaire, de coacher des meilleurs joueurs ou des meilleurs athlètes, puis d'affronter des meilleurs calibres de coach. Ça n'a rien envié au coach collégial que je respecte beaucoup, il fait un job exceptionnel au Québec, mais je pense que je suis plus excité à aller coacher au niveau universitaire. Puis c'est sûr que j'allais coacher avec mes amis, j'avais pas l'impression d'aller coacher avec du monde qui me connaissait pas. Marc Santerre me connaissait, Denis Tuchette me connaissait, les gars savaient mon sérieux puis mon engagement que j'avais dans le coaching. Fait que je pense que c'était plus excitant. C'est sûr que le fait que je respectais que j'avais Denis en haute estime, puis Marc Santerre en haute estime, ben, ça a rendu aussi ma transition plus facile. C'est sûr que est-ce que des fois j'aurais fait des choses autrement? Ben oui, probablement, j'avais mes idées, mes, euh, j'avais mes idées, puis la façon de faire que j'aurais aimé procéder, mais je te dirais que la beauté que j'ai aimé travailler avec Denis Duchette, c'était que on était capable de discuter, on était capable de s'obstiner, on était capable d'échanger. Puis, des fois, mais oui, le ton montait, mais à la fin de la journée, c'était fait dans le respect. Puis, le but était toujours d'essayer de gagner. Ça ne le dérangeait pas de discuter puis d'échanger. Fait que moi, je pense que c'était la meilleure façon d'apprendre. Fait que non, le défi n'a pas été c'est tough, je dirais. J'étais vraiment excité d'aller au niveau universitaire. Fait que c'est juste ça qui était important. Fait que être coordinateur défensif ou coacher les demi-défensifs, ben, euh, c'était correct. Puis d'un avis personnel, puis je pense que je me trompe pas quand je dis ça, je pense que j'étais probablement un meilleur coach de demi-défensif à cette époque-là que coordinateur défensif. Fait que c'était mes 2 premières années que j'essayais comme coordinateur défensif que j'apprenais, alors que coacher demi-défensif, c'était facile pour moi. Puis j'étais capable d'essayer mes affaires. Puis je continuais mon apprentissage là-dedans. Fait que je pense que j'étais clairement un meilleur coach demi-défensif que coordinateur défensif. Puis est-ce que le fait d'avoir les. Tu sais, à l'université, tu as des joueurs plus longtemps. Tu les connais pendant. Au cégep, tu les as pendant 3 saisons généralement. À l'université, tu les as pendant 4 saisons. Est-ce que le fait que tu sois proche de tes joueurs, ça t'amenait peut-être même une autre dimension, peut-être une facilité à coacher à ce niveau-là universitaire parce que tu étais capable de développer une plus grande relation avec ces gars-là de par le fait que tu les avais plus longtemps? Ben, je dirais que oui, le fait que j'étais avec eux pendant 4-5 ans, c'est sûr, ça a un impact sur la solidité de la relation, mais je dirais que aussi, tu es capable d'aller step by step et de voir la progression du jeune. Je pense que ça aussi, ça a un impact. C'est le fun de voir un gars quand il est rentré, puis tu le vois après 3 ans, son développement, puis à sa 4e, 5e année, tu vois, bon, il est en train d'exploser, ben, c'est le fun de voir
le temps et le travail que tu as mis là-dedans, ben, c'est le fun de voir le jeune se développer là-dedans. Mais c'est sûr que avoir un gars à 4-5 ans au niveau universitaire, ça fait une différence énorme là, dans leur développement. Mais même toi, en tant que coach, si tu te développes et tu changes ta pédagogie, tu améliores ta pédagogie, puis tu sais, lui, ben, faut que tu lui parles comme ça, lui, il faut que tu lui parles de telle façon. Il y en a qui réagissent mieux à telle façon de leur parler. Fait que, tu veux pas, ça crée en sorte que aussi, c'est plus facile de travailler avec ton groupe. Mhm. Parcours au Carabin en tant qu'entraîneur des demi-défensifs. Après ça, tu décides de retourner au niveau collégial avec les nomades de Montmorency. Encore une fois, la question, comment s'est faite la transition au retour collégial en tant qu'entraîneur-chef? Je pense juste que c'est parce que j'avais fait. Moi, comment dirais-je? Je crois beaucoup à comment dirais-je? Tu dois faire tes classes. Fait que je pense que j'avais commencé au plus bas, vidéo guy, coach de position, coordinateur défensif. Je coachais une position avec les Carabins. C'est sûr qu'au moment où l'offre est arrivée, ben, c'est sûr qu'il n'y a rien qui était pareil au Carabin non plus. Là. Je vous dirais que quand je rentre au Carabin, ben, c'était Marc, l'entraîneur en chef, c'était Denis, le coordinateur défensif, c'était Paul Grégory, le coordinateur à l'attaque, c'était Spiro qui faisait l'unité spéciale. Tout ça a changé. Mm-hmm. J'étais très bien, mais je veux dire, c'est sûr que veux pas, ben, tu regardes c'est quoi tes prochains steps. Puis c'est sûr que c'était important pour moi de mettre dans mon CV que éventuellement, à quelque part, j'avais été où j'avais comme le désir de devenir entraîneur en chef. Puis quand l'opportunité est venue, ben, je me suis dit ben, c'était peut-être le moment de le faire. Euh, C'était quand Michel Blanchette, le directeur des sports de l'époque, à Montmorency m'a approché, ben, je pense que le timing était bon. C'était après la saison de football. Il vivait des changements, puis il voulait aller dans une direction. Moi, je pense que j'étais prêt pour un autre défi. Fait que, veux pas, mon rôle avait diminué un peu au Carabin dans la dernière année. Fait que je sentais que j'étais capable d'en donner plus. Puis comme on dit, j'en avais encore dans le tank. Fait que j'étais comme, je voulais embrasser un nouveau défi. Puis moi, ben, je carbure au défi. Fait que j'ai été à Montmorency. Puis ça a été de loin, de loin l'expérience la plus extraordinaire que j'ai eue d'être entraîneur en chef à Montmorency. Ah ouais. Qu'est-ce que tu as le plus aimé d'être entraîneur en chef? Euh, Apprendre, man. J'ai appris, man. J'ai appris à gérer une équipe, j'ai appris à préparer une semaine, à préparer les voyages, à préparer les repas, à m'asseoir avec la direction, dans quelle direction, la direction que le cégep prenait. Tu sais, j'ai dû m'asseoir avec le monde à l'université puis leur dire, bon, OK, eux, c'est ce type de modèle d'athlète qu'ils cherchent, mais c'est ce type d'étudiants qu'ils cherchent aussi. Fait que, tu sais, juste voir les petites affaires en arrière-scène que, tu sais, quand tu es un coach de position, tu es dans ton bureau, puis tu ne penses pas à ce genre de choses-là parce que tu as ta job. C'est sûr que là, c'était différent. J'ai aussi beaucoup appris à aller voir les pratiques de basket. Montmorency, c'était c'est la place de basket. Fait qu'à l'époque, Guillaume Giroux, qui est présentement l'entraîneur de basket avec le Rouge et Or féminin, ben, c'était le coach de basket à l'époque. Fait que j'allais souvent assister à ses pratiques. Puis je me rappelle, quand j'avais pris la job à Montmorency, je me rappelle, j'avais un dîner avec Jean-Pierre Chancy, qui était l'assistant à l'époque à l'Université de Montréal. Puis il m'avait dit, si tu es entraîneur en chef, perds pas l'opportunité d'aller regarder les autres sports, puis d'apprendre les autres sports, puis tu vas avoir l'opportunité d'apprendre, puis de pouvoir transmettre ça dans ton équipe, puis probablement voler des affaires, des techniques des autres coachs, puis pouvoir le transmettre dans ton équipe de football, puis tu vas
probablement grandir de ça. Puis pour le vrai, j'avais suivi son conseil, puis je me permettais d'aller voir les pratiques de basket, les pratiques de volleyball. J'allais voir les pratiques juste pour voir les différentes méthodes de coaching, puis de pédagogie, puis d'approche. Fait que quand j'étais à Montmorency, j'ai beaucoup appris, j'ai beaucoup partagé, j'ai eu des moments extraordinaires avec le directeur des sports qu'on a encore ami, Michel Blanchette, puis que j'aime plus haut point, car c'est lui qui m'a donné ma première chance comme entraîneur en chef. Puis je pense qu'on a eu des belles années à Montmorency. Puis le fait que tu as joué au Vieux-Montréal, tu es revenu au Vieux-Montréal pour coacher, sûrement les valeurs et la tradition étaient sensiblement les mêmes que quand tu jouais. Est-ce que le fait d'arriver dans un cégep où tu n'avais pas joué, est-ce que tu as dû changer un peu la mentalité qu'il y avait à ce moment-là dans le programme? Ah, c'est sûr que c'est une discussion qu'on avait avant même qu'on m'engage. J'avais dit à OK. Michel que si moi, dans Montmorency, ben, j'allais faire ça à ma manière, puis la manière que je connais, puis c'est la manière du Vieux-Montréal. Puis, tu sais, je pense à l'époque, ben, le monde regardait le Vieux-Montréal comme le programme au niveau collégial. Puis, ben, je me suis pas caché que j'allais copier, coller le même modèle, que j'allais être les mêmes valeurs, c'est de la même façon. Puis, les exigences allaient être le même, puis les standards allaient être le même. Fait que c'était de forcer tout le monde un peu à travailler à ce niveau-là, puis de pousser dans la même direction. Puis que si le monde en haut était d'accord avec les valeurs que j'avais, ben, j'allais rester dans leur cadre, mais que tout le monde allait devoir travailler dans la même direction. Puis c'est un peu ce que j'ai fait. Puis je pense que on a développé beaucoup de jeunes, puis que dans les 2 derniers drafts, ben, il y a beaucoup d'anciens gars de Momo qui radient de la génération que j'ai coaché. Fait que je suis vraiment très fier de ça. Puis quand je parle avec mon staff que j'avais à l'époque, ben, on se donne on se donne un high Mhm. five. On se dit, ben, on leur a donné une bonne base. Puis après ça, ben, ils ont pu continuer à se développer au niveau universitaire. Puis aujourd'hui, ben, ils récoltent ce qu'ils ont semé. Si tu avais un conseil à donner à un entraîneur là, qui arrive dans une équipe et qui veut faire un peu la même chose, là, c'est-à-dire de changer de valeur, de mentalité, c'est quoi les plus gros défis? Ben, de comprendre le cadre, la structure de l'organisation. Puis après ça, c'est de s'assurer que eux, ben, la, la, ta- tes valeurs puis ta façon de faire sont correctes avec ça. Puis du moment que les deux travaillent ensemble, je pense que le succès va arriver. Je pense que c'est le modèle de Laval, je pense que c'est le modèle un peu des Carabins, c'est le modèle de Western Ontario, c'est le modèle de Calgary dans l'Ouest. Je pense que toutes les équipes qui ont du succès, que ce soit au niveau universitaire ou collégial, c'est le modèle que Tony Adeluca a amené au cégep, André Grasset. Je pense que c'est le modèle que Jean Caillé a amené à l'Inox. Mhm. Je pense que c'est la seule façon de faire bien les choses. C'est que tout le monde travaille dans une structure, puis que tout le monde travaille dans le même modèle, puis que chaque personne pousse dans la même direction. Du rôle d'entraîneur-chef, qu'est-ce que tu as le moins aimé? Pas avoir de temps de faire du foot. je, trouve, je trouve que quand tu es entraîneur en chef, tu fais pas beaucoup de football. Puis moi, je dirais que je suis un obsessif du vidéo. Je pense que mon background fait en sorte que quand j'ai commencé au football universitaire, j'étais un vidéo guy. Fait que je donne une très grosse importance à la partie à la préparation. Fait que pour moi, en faire du vidéo, c'est très important. Puis la partie que j'ai vraiment pas aimé quand je suis entraîneur en chef, c'était vraiment ça. Là. Je faisais pas du vidéo comme que je voulais le faire. J'en faisais, mais je veux dire, pas comme que je voulais le faire de façon abusive. J'en faisais en des meetings, en deux meetings, ou le soir, quand tout le monde était couché, c'est là que j'avais mon moment, j'avais la paix. Tu sais, souvent, quand j'étais à Montmorency, il fallait que le gars de sécurité me kick out du cégep parce que comme quand tout le monde partait, c'est là que j'avais mon moment, j'avais pas à répondre à aucun courriel, j'avais pas
à répondre à rien, je faisais des vidéos, genre jusqu'à X, et que souvent, je me suis fait, ben, très, très souvent, pour pas dire à tous les soirs, pendant le football, je me suis fait kicker out du cégep, mais je te dirais que c'était la partie que je trouvais plus tough, je te dirais, quand je suis entraîneur-chef. Puis, pour revenir à la mentalité, là, tu sais, tu arrives, t'es le nouvel entraîneur-chef. Souvent, quand il y a des nouveaux entraîneurs dans des équipes, bon, ben, tu sais, que ce soit coordinateur offensif, défensif, ils vont peut-être arriver avec un nouveau playbook. Des fois, les joueurs vont être un petit peu déstabilisés, mais ils vont quand même adopter le nouveau playbook, la nouvelle stratégie. Est-ce que tu as senti, qui est encore plus gros là, dans ton cas, qui est arrivé avec une nouvelle mentalité, est-ce que tu as senti peut-être une résistance des joueurs et ou des entraîneurs Je te au dirais début? que non. Je te dirais non. Premièrement, j'ai amené pas mal mon staff au complet. Fait que OK. pour ça, c'était important pour moi que je puisse amener mon monde puis qu'il adhérait à ma mentalité et à ma façon de faire les choses. Après ça, je dirais que les joueurs, non, man, je pense que les joueurs, ils avaient soif de gagner, je pense. Ils voulaient Mm. gagner, ils étaient allés d'être la risée un peu de la Division 1. Fait que je pense que, tu sais, je suis sûr que la majorité des vétérans, les gars de dernière année, n'étaient pas nécessairement d'accord avec ma façon de faire les choses. Mais je te dirais que, tu sais, en général, je dirais que 90% des gars, ils étaient d'accord avec la façon, puis je pense qu'ils ont adhéré, puis je pense qu'ils connaissaient rien de mieux. Fait qu'ils étaient vraiment down. Mm. Ils ont embarqué dans le projet, puis je pense que c'est ça qui a facilité, puis qui a fait en sorte que on a eu du fun durant ce parcours-là au Cégep Montmorency. Je pense que ça partait de Michel, qui était directeur des sports, qui adhérait à ce que je faisais. Puis je pense que après ça, la personne qui s'occupait de l'encadrement académique qui venait justement de l'Université Laval, Marianne Fortier, qui était une star à l'époque quand moi j'étais à l'université. Fait que on était tous un peu dans la même lignée. Puis c'était important pour nous que la même façon que le basket était un sport d'excellence, mais je voulais que ça soit ça nos lignes directrices quand j'étais à Montmorency, qu'on on vise l'excellence et rien d'autre. Je pense que tout le monde était dans le même mindset. Je pense que Mhm. ça a facilité de beaucoup mon intégration puis euh, ma façon de travailler avec mon staff et les joueurs. Mm. Puis là, c'est un parcours qui a l'air de t'avoir vraiment marqué là, à Montmorency. Qu'est-ce qui a fait que tu fais un retour avec les Carabins après ton passage à Montmorency? Man, c'est fou, c'est la même chose que je te disais quand je suis parti, man. C'est le niveau, man, le niveau de coach universitaire, l'adrénaline qu'il y a sur le sideline, tout, man, tout. Puis c'est sûr que là, Marco Yadeluca, c'est mon ami personnel, c'est mon ami, c'est mon chum, j'ai l'opportunité de travailler avec lui. C'est sûr que là, je rentre dans une position, c'est que je pense que euh, on me donne plus de responsabilités aussi. Euh, Fait que non, c'est coacher au niveau universitaire, man, c'est littéralement une drogue, man. Il n'y a pas de mentir, c'est littéralement une drogue, man. C'est fou, c'est un autre vibe, comme disent les jeunes, c'est un autre vibe, c'est quelque chose d'autre. C'est quelque chose d'autre. Puis, juste tu sais, moi, je pense que je suis un compétiteur, puis, man, de compétitionner contre les meilleurs coachs juste avant tu sais, le niveau, là, après, là, universitaire, c'est pro, là. Fait que pour moi, je compétitionne contre les meilleures têtes de football, puis ben, c'est ce que je veux. Man. Moi, si tu me dis, je suis coach au Carabin, puis tu me dis, je joue 8 semaines contre le Rouge et Or, c'est sûr, c'est ça que je fais, là. Comme je suis down de jouer, de jouer contre le Rouge et Or à tous les semaines, puis je suis à Carlton présentement, puis si tu me demandes de jouer contre Western toutes les semaines ou bien d'avoir un horaire, je joue contre Western toutes les semaines. Là, comme, c'est juste le côté compétiteur, man. C'est juste le compétiteur, man. C'était l'opportunité là. Je pense que l'équipe était à maturité, le timing était bon. Ça m'a
ça m'a déchiré le cœur de partir de Montmorency, mais je Ouais. pense que, tu sais, pour mon développement à moi, je pense que c'était la chose à faire. Puis je te dirais que je suis content d'avoir gagné la Vanier Cup cette année-là parce que, wow, si j'avais pas gagné, si j'avais pas gagné la Vanier Cup, ça aurait été une autre histoire probablement, mais c'était comme mis un baume sur ma décision, je te dirais. J'ai pas été à l'aise de ma décision, je pense, pendant toute l'année, je te dirais. Je pense que je suis rentré au mois de mars, je pense, quand je suis parti de Montmorency pour aller à l'Université de Montréal. J'ai pas été bien avec ma décision, pas avant d'avoir levé le trophée de la Vanier Cup, mais je pense que ça a fait aussi que j'ai travaillé comme un malade mental cette année-là aussi parce que j'étais comme, il fallait justifier à moi-même pourquoi je prenais cette décision-là. Puis je pense que ça a bien tombé que, man, on avait un coaching staff exceptionnel avec Fabrice Raymond qui s'occupait de la passe, puis moi qui s'occupait du front. Fait que je pense qu'on était un bon match, Fabrice et moi. Puis Marco qui coachait Gabriel Cousineau d'une mètre à l'attaque, man. C'était une histoire de fou. Puis c'était nice que ça soit. J'étais content. J'étais content d'être revenu puis de gagner la première Vanier Cup à Montréal. Je pense que j'avais donné beaucoup à ce programme-là. Puis je pense que ça m'aurait fait mal qui gagne le premier Vanier Cup. Puis que je suis pas là, ça m'aurait un peu. Ça m'aurait dérangé probablement. Fait que non, j'étais content de ce choix et de cette décision qui m'a fait mal, mais que je pense que c'était la bonne chose pour moi. Tu reviens, bon, c'est ça, tu l'as dit, là, la première année que tu reviens avec les Carabins, tu gagnes la Coupe Vanier, là, qui était la première de leur histoire. Tu as répondu un peu à la question, là, mais en disant qu'il semblait avoir une chimie spéciale entre les coachs, même avec les joueurs. Mais c'était quoi avec toute ton expérience, c'était quoi qui était spécial cette année-là au Carabin qui a fait que. La première volée qu'on a mangée contre Laval, le premier match de Ouais. l'année. Ouais, je pense que ça a été un élément déclencheur, je pense, de notre saison. On s'en va à Laval, premier match de la saison. Ils ont un quarterback recru, la personne de Hugo Richard. Excellent joueur de football, bon joueur. Il a dominé au niveau collégial, Team Canada, un athlète exceptionnel. Puis on arrive là-bas, on est convaincu qu'on a le game plan. On a travaillé là-dessus pendant tout l'été. Il nous éclate. Oh my God, il nous éclate, man. Il nous éclate. Fait que de ce groupe défensif, c'est bizarre parce que je me rappelle que, premièrement, je sentais que, bon, nous, les coachs, je trouve que, bon, on n'avait pas. Imagine, moi, j'arrive, mon retour universitaire, on se fait éclater à Laval. Je suis comme, oh my God, on n'est pas prêts. Qu'est-ce qui s'est passé, tu sais? Puis je suis comme, on a un groupe de vétérans. On a des bons joueurs, ils sont à maturité, ils sont à leur 4e année. Je suis comme, man, qu'est-ce qui se passe? Puis je me rappelle, j'ai été m'asseoir dans le vestiaire. Puis, je me rappelle encore des leaders. Il y avait JS Blanc, il y avait Mathieu Girard à côté de moi, il y avait Baron Archambault, il y avait Anthony Cody. Puis là, on s'est tous regardés. Puis les gars, ils se disaient, man, ça va être ce feeling-là pendant 4-5 ans encore, comme à chaque fois qu'on vient ici, qu'on mange une volée. Puis là, je leur avais dit, non, je pense qu'on va être correct. On va être correct, tu sais. Puis je me rappelle, le lundi, l'entraîneur en chef de l'époque avait décidé tu sais, à la place d'être rah, crier, tu sais, péter un plomb, on avait juste décidé, on faisait la correction du film, on avait commandé la pizza, on avait regardé le Monday Night, tout le monde ensemble, puis on avait vraiment fait comme si c'était juste un match. Mais on s'était tout promis qu'on allait s'en rappeler, par exemple, puis qu'on a drivé là-dessus pendant toute l'année. Puis je pense que, man, ça a été l'élément déclencheur de l'année. Je pense que ça nous a... Sans dire qu'on était cocky, je pense, comme staff. On était un staff très confiant. Mais je pense qu'on a travaillé de différentes façons. Je pense qu'on était plus minutieux. On demandait plus des gars
Puis je pense que les gars, ils étaient aussi assoiffés. Je pense qu'ils voulaient plus. Fait que je pense à partir de ce moment-là, on a gardé ce feeling-là pendant toute l'année. Puis on a drivé là-dessus toute l'année. Puis ça a été, je dirais, l'élément déclencheur de la saison de 2014. Puis je pense que ça a été ça qui a fait la grosse différence. Puis on s'est rallié. On s'est rallié les coachs, mais je pense que les joueurs aussi s'est ralliés au coaching staff. Je pense qu'on a travaillé ensemble. Puis je pense que le reste, ben, c'est l'histoire, man. Gabriel Cousineau, man, qui a une saison exceptionnelle, qui était définitivement le meilleur joueur au pays cette année-là. Puis que je pense que lui puis Marco, sans lui puis Marco, je pense qu'on n'a jamais devenu Cup, man. Avec tout le respect que j'ai pour tout le reste, tout le monde qui a un impact dans l'organisation, mais Gabriel Cousineau puis Marco Deluca ont été juste exceptionnels. Puis moi, ben, je me suis senti privilégié comment dirais-je, d'être présent day-to-day de ça, de les voir travailler ensemble. Puis, man, on avait une défensive bonne. Je pense pas que c'était la meilleure des Carabins. Je pense que c'était une bonne défensive, mais je pense qu'on avait le meilleur coordinateur à l'attaque puis le meilleur quarterback au pays. Puis je pense que c'est ça qui a fait la différence. Puis nous, en défensive, on a fait notre job. Puis je pense que, comment dirais-je, on a fait ce qu'on pouvait en défensive pour faire notre job. Puis je pense qu'on a mis les joueurs aux bonnes places, dans les bonnes chaises, puis ils ont performé à leur niveau. Mm. Quand tu es parti des Carabins, en ce moment, t'avais eu Marc Santerre comme entraîneur-chef. Quand tu es revenu avec les Carabins, c'était Danny qui était là. Ouais. Est-ce qu'il y avait une grosse différence on revient un peu à la mentalité, l'ambiance dans l'équipe? Est-ce qu'il y avait une grosse différence ou c'était encore les Carabins que tu connaissais quand tu es parti? Non, je pense que c'est la même affaire. C'est la même équipe. L'ambiance était la même. Tu sais, l'ambiance a toujours été bonne au Carabin, la réalité. Je pense juste que les standards étaient toujours les mêmes. Le standard était toujours de gagner puis de s'améliorer. Je pense juste que la différence, je pense juste que en 2014, ben, c'est la première fois qu'on avait le meilleur carrière au pays, alors que les autres années, ben, l'Université Laval gagnait la bataille du meilleur corps arrière. Je pense que la première année de Danny, ben, c'est moi qui lui avais parlé de Gabriel Cousineau, qu'il y a ce gars-là à Montmorency, que je pense qu'il va passer sous le radar, mais que il joue dans une mauvaise équipe, il ne gagne pas beaucoup de matchs, mais je pense que il y a tous les atouts pour jouer universitaire. Fait que, ça n'a même pas été un gros recrutement. Là. Je pense que Gabriel Cousineau voulait venir au HEC de toute façon. Fait que, ça s'est avéré que on a été recruté plein de gars au Vieux-Montréal à Vanier, mais le masterpiece, c'est la fin de la journée là, de cette run-là. Ça a été un gars qui venait d'un petit programme, puis qui était prêt à put le work, puis venir montrer à tout le monde qu'il était un gagnant. Je pense que c'est ça la grosse différence. C'est les deux entraîneurs en chef avec les mêmes standards, avec les mêmes objectifs. Je pense juste qu'il y en a un qui a eu la main heureuse, qui a eu le meilleur quarterback dans une fenêtre de 4 ans, puis qu'à sa 4e année, ben, Gabriel Cousineau a eu le bonheur d'avoir un gars comme un coach compétent comme Marco qui l'a coaché, puis que je pense que ça a cliqué entre les deux, puis ben, ça a été l'explosion de Gabriel Cousineau, puis ben, en même temps, ben, les Carabins ont eu la main heureuse d'avoir le meilleur quarterback cette année-là, puis on a fini la job. Tes deuxième passage au Carabin, tu as assumé le rôle de coordinateur défensif aussi à la fin de ton deuxième passage. Est-ce que ça a été différent? En quoi ça a été différent d'être coordinateur défensif versus coach de position avec les Carabins ou même versus ton rôle de coordinateur défensif
avec le Montréal? Moi, je te dirais qu'au Carabin, quand j'ai eu le titre, j'ai eu le titre pendant la saison morte, mais dans cette même saison morte-là, je suis parti en Ontario, donc j'ai jamais vraiment collé un jeu OK, OK. défensif pour les Ouais, ouais. Carabins autre que dans la saison, dans le match hors concours, je pense. Mais je te dirais que non, non, au Carabin, j'ai jamais vraiment été coordinateur défensif. Fait que je ne saurais jamais c'est quoi le feeling d'être coordinateur défensif pour les Carabins de l'Université de Montréal. Mais je te dirais que non, man, j'ai eu le titre pendant la saison. Je pense que l'entraîneur en chef de l'époque voulait probablement me donner, mais je pense que j'étais peut-être rendu ailleurs dans mon parcours, puis que je voulais un nouveau défi, puis j'imagine j'étais rendu là, puis ça a fait en sorte que je suis parti pendant la saison morte. Bon, c'est là qu'on voulait y arriver, là, un peu. Finalement, où tu es présentement, là, c'est-à-dire Okay. commentateur défensif avec les Ravens Ouais. de Carleton. Mhm. C'est quand même c'est un gros mot. Ça reste que c'est pas si loin, c'est pas à l'autre bout du monde, mais ça reste que tu passes dans une ligue qui est oui, universitaire, mais que tu connais moins. Mhm. Tu passes en anglais aussi. Comment ça s'est fait, encore une fois? Tough, Ouais. parce que, veux pas, j'avais, t'sais, j'avais des gars que j'avais recrutés, au Carabin, fait que c'était un peu comment dirais-je, de finir, de couper un peu leur passage. Je partais avant qu'ils finissent leur passage, fait que c'est sûr, c'était tough, mais veux pas, j'ai passé quand même 8 ans dans cette bâtisse-là, moi, là, fait que Mm. j'ai donné en termes de temps, puis de recrutement, puis j'ai aidé à bâtir ce programme-là. Mais je dirais que je pense que j'étais à voler de mes propres ailes, puis que je voulais un nouveau défi. Je trouvais l'opportunité était bonne, c'était un nouveau programme. J'ai fait de la même chose quand j'étais à Montmorency. Je trouvais que bon, ils avaient besoin d'un lift, fait que j'étais comme bon, j'allais à Carleton, puis je sentais que j'allais encore me développer là-dedans. Je pense que j'ai souvent été les Lancers ont souvent dit que Polo, c'est un bon coach, mais tu sais, il a coaché au Vieux puis il a coaché à Laval. Fait que j'aime souvent leur rappeler que j'étais aussi à Montmorency puis j'ai été à Carleton, Mm. qui sont des programmes qui ont rien vraiment accompli, mais que, tu sais, j'ai pris le guess d'y aller puis de faire de ce programme d'être meilleur. Fait que partir au Carabin était un choix très difficile, mais je te dirais que euh, encore une fois, man, je suis pas un gars qui vit. Si on suit le début de notre conversation, je suis pas un gars qui a de regrets quand je fais des moves. Je pense que le processus est là, j'y pense, puis je sais pourquoi je le fais. Fait que aller à Carleton était pour moi à l'époque une autre façon d'apprendre. Je pense que c'était l'apprentissage. Fait que quand je suis arrivé là-bas, c'était en anglais, c'était un nouvel environnement, c'est une nouvelle façon de faire. Les standards sont pas les mêmes, la ligue est différente, ils sont pas au même point par rapport au programme. C'est leur 6e année de leur retour dans la ligue. Fait que, ils parlent pas de Vanier Cup, alors que moi, je parle de Vanier Cup à chaque année, à chaque moment, à chaque pratique. Fait que, c'est sûr, j'ai dû m'adapter, j'ai dû apprendre à travailler avec du nouveau monde. Euh, euh, c'était différent, mais je te dis, je suis vraiment heureux. Là, comme j'ai eu ma première année, ça s'est passé même de façon flamboyante. Je te dirais, la première année, on a fini premier pour les sacs au pays. Fait que, j'étais fier de ça, sachant que mon boss il est venu me chercher parce que j'étais coordinateur du front au Carabin. Fait que lui s'attendait à faire, quand quand il m'avait eu en entrevue, c'est pas moi qui m'avait dit, hey, t'es là pour faire des sacs. Fait que j'étais content que ma première année, on a fini premier dans les sacs au pays. Fait que non, j'ai l'opportunité de coacher des bons gars. Puis il y a 2 jours, j'étais content jeudi quand mon Mike Linebacker des 2 dernières années s'est fait repêcher en deuxième ronde par la Toronto. Fait que non, on est sur le track, ça va bien à Carleton, on build quelque chose de solide, puis on continue à s'améliorer. Puis je viens jouer dans les plates-bandes de mes anciens collègues du Québec, puis j'amène le talent québécois Ouais. en Ontario, mais je pense que
Je pense que pour gagner en Ontario, ben, c'est ce qu'il faut, un mélange des gars du Québec, des gars de l'Ontario réunis à la même place. Puis on essaie d'améliorer le coaching, puis j'essaie d'amener mes expériences. Je me rends compte que ça fait longtemps que je coach, et que j'ai un pas pire bagage, fait que j'essaie de partager ça avec l'organisation, j'essaie de partager ça avec mes joueurs, puis j'essaie de rendre meilleur tout le monde autour de moi. Je pense que c'est ça, je pense, coacher, c'est rendre tout le monde meilleur autour de toi, pas juste les coachs, mais aussi les joueurs. Fait que c'est un peu là-dedans que je suis à Carleton. Comme tu le dis, ça fait longtemps que tu coaches. Ouais. Tu as commencé, tu faisais le vidéo, puis après ça, tout de suite, tu avais été coordinateur défensif. Puis comme toi-même, tu l'as mentionné au départ, tu n'étais peut-être pas nécessairement à l'aise. Tu t'es rendu compte par la suite que tu étais meilleur coach de position que coordinateur défensif parce que tu n'as peut-être pas le bagage que tu voudrais. Tu sais. Mais là, avec toute la conversation qu'on a jusqu'à présent, ça a pris tout ça pour que tu deviennes qui tu es aujourd'hui. Tu sais. C'est-à-dire coordinateur défensif à Carleton. Ouais. Avec tout ça maintenant, c'est quoi, comment tu décrirais ton genre de défensive? Quel est ton genre de défensive? Agressif, beaucoup de mouvements, attaquer le joueur le plus faible, c'est lui qu'on va attaquer. Puis le meilleur joueur, c'est lui qu'on va mettre le plus de monde autour de lui. On travaille en surnombre, on va être agressif, mais on va travailler avec les forces de notre personnel. Puis, moi, à la fin de la journée, ma job, c'est d'utiliser les forces de mes joueurs et les mettre en position de faire des jeux. Fait que c'est un peu ça ma défensive, man. C'est de trouver les forces de mes joueurs, les mettre en position pour faire des jeux. Puis après ça, c'est à moi de trouver ce qu'ils font à l'attaque, puis de percer la protection, de faire des sacs, puis mettre mes joueurs en position de faire des interceptions, puis flipper le field position, puis essayer de scorer, puis donner le ballon le plus souvent possible à l'attaque. C'est un peu ça la mentalité, c'est autour de ça que je travaille, c'est autour de ça que je demande aux gars de travailler. Tous les gars qui ont joué pour moi, que ce soit sur les teams Québec, les teams Canada, ça a été ça le standard. On fait des sacs, on fait des interceptions, on a du fun, puis on court au ballon, puis on pète du monde, comme que j'aime dire, on pète du monde. Puis c'est bien correct aussi. Mais c'est quoi, lorsque tu recrutes justement, parce que tu as mentionné aussi tout à l'heure que tu viens dans les plates-bandes de tes collègues québécois, tu sais. Mais lorsque tu recrutes, c'est quoi quel genre de joueur, on a tous un genre de joueur préféré comme coach. Quel genre de joueur préféré en défensive euh, est-ce que toi, tu as en tête? Ben, ouais. La question ne fait pas vraiment de sens, là, mais. Non, mais j'ai compris ce que tu voulais faire. N'importe qui me connaît, ils savent que j'aime les gens désagréables. J'aime les gars désagréables. J'aime tout ce que tout le monde veut se tenir. Mettons, tous les coachs vont se tenir loin de tel individu. Moi, c'est lui que je veux. C'est lui c'est avec lui que je veux travailler. C'est lui que je veux amener du bon côté, puis le faire travailler, puis tirer le maximum. Moi, j'aime les désagréables. Les gars qui veulent déranger, et les gars qui ont leur franc-parler, les gars qui vont me challenger. C'est mon genre de joueur. J'aime pas les yes men. J'aime pas les gars qui vont me dire oui monsieur, oui coach, ça me dérange. Ces gars-là, je veux que ça soit fait dans le respect, comment on travaille. Puis tout, je veux que les gars ils sachent que c'est moi le boss, c'est moi le coach. C'est moi qui t'apprends à jouer au football. Mais je veux aussi que les gars comprennent que on travaille ensemble. On travaille ensemble. À l'université Carleton, j'ai Louis Cavana, j'ai Jack Cassu qui vient se faire recruter. C'est les gars avec qui que je passe beaucoup de temps dans le bureau à dialoguer, à parler, leur expliquer ma perception de foot pour qu'ils ont mes yeux quand ils sont sur le terrain. Brian Arenumana qui vient de se faire repêcher par les Alouettes, j'ai passé beaucoup de temps avec lui à faire des vidéos, à lui expliquer c'est quoi le thinking du coordinateur défensif, c'est quoi qui s'attend, c'est quoi l'impact que tu dois avoir, le leadership que tu dois avoir. Fait que je pense que, tu sais, c'est pas juste de coacher sur la technique. Je pense que c'est important que les gens voient aussi le big picture. Parce que le plus de gars sur le terrain qui voient le big picture, meilleur que tu vas être comme défensif. Que moi, je crois beaucoup à cette pédagogie-là. Je pense que c'est ce que je peux dire que
j'ai appris de l'Université Laval. Les 12 gars sont des DC. Là. Vous êtes 12 DC. C'est ça la chose. Quand le call arrive, on joue à 100% dans le meilleur de nos capacités, mais surtout, il faut qu'on comprenne ce qu'on fait. La compréhension, c'est la game de tout. Je peux dire, un gars va à gauche, va à gauche, va à gauche, mais s'il ne comprend pas pourquoi il va à gauche, là, on perd notre temps. Là. Les moments aussi qu'il comprend pourquoi qu'il fait quelque chose. Et on est en business, puis on va être une meilleure unité définitivement. Mm. Puis je pense que pour finir ta question, ben, je pense que c'est ça la différence entre le Polo, quand il était coordinateur défensif en 2005, puis le Polo qui est coordinateur confiant puis sûr de ses moyens en 2020. Je pense qu'à chaque année, tu apprends. À chaque année, tu apprends. À chaque année, tu deviens meilleur. À chaque année, tu développes des pédagogies. À chaque année, tu apprends de différents coachs. Tu apprends des plus jeunes coachs. Tu sais ce que tu veux, ce que tu n'aimes pas, mais je pense que il faut toujours que tu renouvelles ton stock. Je pense que c'est comme ça, sauf que je pense que c'est de mettre ce que tu as dans ta tête, tu es capable de le transférer dans le cerveau des jeunes. Mais quand tu as ça, ben, ça fait des studs, puis toi, ben, ta job est plus facile aussi. Mm-hmm. Lorsque, malheureusement, dans l'équipe, on recrute pas, on n'a pas tout le temps recruté tous les joueurs qu'on a dans notre équipe, là, mm-hmm. Comment tu essayes de modeler les joueurs à ce que tu aimerais qu'ils soient? Ben, à travers les techniques, à travers la compréhension. Moi, mes plus grandes fiertés au foot, là, c'est pas nécessairement les studs que j'ai coachés. C'est les gars qui étaient personne, puis qu'à un moment donné, ils explosent. Moi, c'est plus ces gars-là là, que je me rappelle d'eux. Les gars qui étaient des studs dès qu'ils étaient au secondaire. C'est le fun, mais je veux dire, c'est le fun. Comment dirais-je? T'apportes un plus-value à sa progression, puis tu aides à sa progression, mais je veux dire, je ne prendrais jamais le crédit d'un Antoine Pruneau que j'ai coaché ou d'un Brian Arelimana que j'ai coaché. Là. Ces gars-là étaient bons. Là. Ils étaient bons. Là, comme j'ai juste amené une autre perspective de la game, puis je les ai amené une autre façon de voir les choses. Mais ces gars-là étaient bons. Là. Je vais te donner un exemple. Je pense que j'en ai parlé dernièrement. Marc-Antoine Dequoy. Ça, c'est une fierté. Marc-Antoine Dequoy, c'est un gars qui avait toutes les habiletés physiques, mais qui ne comprenait pas nécessairement le football. Il ne comprenait pas le foot. Fait que je pense qu'aujourd'hui, le fait qu'il comprend le foot, moi, je suis content. Puis, je m'en fous. Là, il a signé de la NFL, la CFL. C'est pas ça. Là. Il comprend le foot. J'ai fait de ma partie. Après ça, le reste, ça lui appartient. Là. C'est lui qui fait les interceptions, c'est lui qui fait les plaqués, c'est lui qui couvre les gars homme à homme. Là, c'est tout à lui, mais qui est capable de comprendre pre-snap ce qui se passe, la formation, à travers son vidéo, qui a compris que, habituellement, selon ce que j'ai fait dans la vidéo, ben, je pense que c'est ce jeu-là ou ce jeu-là qu'ils aiment faire en first and 10, la balle risque d'aller là. Ben, moi, je suis capable d'avoir ce thought process-là. Ben moi, c'est juste ça. Au fond, je te dis, c'est pour ça que je coach. C'est juste pour ça que je coach. C'est même pas pour les plaquer, les interceptions qu'ils font. C'est vraiment quand un gars est capable de s'asseoir puis il est capable d'expliquer ce qu'il voit, puis il est capable de dire, OK, first and 10, c'est ça ou ça. Le deuxième élan, c'est ça ou ça. Deuxième émile, le ballon va aller là. C'est ça les tendances. Ben, man, c'est ça c'est ça c'est ça ma paix à moi. Là. C'est ça ma paix à moi. Là. Quand les gars ils sont rendus à penser comme ça, j'ai fait ma job, c'est là que je suis content. Là. Puis, tu as dit quand tu es arrivé avec Colton, tu es peut-être même fatigué en tant que. Tu parlais de Coupe Vanier déjà. Puis, tu sais, I guess que quand tu es arrivé à Colton, vous êtes mis un plan à moyen long terme là, pour arriver éventuellement là. Est-ce que vous considérez que vous êtes peut-être en avance ou vous êtes sur ce plan-là? Tu disais à ta première année, vous avez même eu le plus de sacs au pays. Est-ce que vous êtes peut-être en avance sur votre objectif? Je dirais probablement en avance sur leur objectif à eux. Moi, je dirais que je me sentirais, je t'entends sur mon objectif à moi. mais d'un côté un peu plus sérieux, je dirais
Je pense que si je me fie les conversations avec mon boss, il sent qu'on est un peu en avance, dans le sens que je pense que les 2 dernières classes de recrutement, c'est sûr que veux pas, quand tu amènes les gars du Québec dans un programme en Ontario, ça fait une grosse différence, que ce soit dans la culture, que ce soit dans la façon de travailler, dans la façon de la direction se donne à ton équipe. C'est sûr que les gars du Québec sont techniquement plus près, sont des leaders naturels, vont plus souvent dans la salle de musculation. Ils sont plus matures, un peu plus vieux aussi. Fait que, je dirais que à cause des classes, des 2 dernières classes, je pense qu'on est un peu en avance sur ce qu'on avait un peu prédit comme programme. Fait que je pense que mon boss il est satisfait du recrutement qu'on a des dernières années. Je pense qu'on fait bien en Ontario. Puis là, ajouter à ça des gars du Québec qui s'ajoutent à ça, ben, je pense qu'on close le gap avec les top teams au pays. Si tu devais choisir deux valeurs, ce serait lesquelles? Tu parles quand je recrute un gars ou tu parles pour une équipe, pour un Non, programme? toi en tant que toi-même, si tu devais choisir deux valeurs. Je te dirais l'intégrité. Tu sais, je pense que c'est quelque chose que, tu sais, je pense que souvent les gars, ils oublient. C'est quand t'es in, t'es all-in, tu sais. Sauf que c'est aussi, euh, je parle d'intégrité, mais je parle aussi j'aimerais ajouter là-dedans une parenthèse qui est aussi le respect, tu sais. Je pense que, euh, tu sais, ce que j'ai appris dans les années, dans le coaching, là, je pense que n'importe quel coach ou joueur, quand tu les respectes, t'as plus de. Puis moi, je pense que c'est souvent cette, ce petit détail que le monde nous oublie. Je pense que la relation que j'ai avec mes joueurs, c'est parce que je les respecte au même titre que je respecte n'importe quel coach de 40 ans. L'âge importe peu. Je pense juste qu'on est dans la même business, puis que je pense que euh, je suis aussi bon que mes joueurs. Polo, il n'est pas Polo s'il coach pas des bons joueurs. Mais j'aime croire aussi qu'il y a des joueurs qui n'ont pas de nom si Polo n'est pas passé dans leur vie non plus pour les coacher, tu comprends? Fait que je pense que l'intégrité puis le respect, je pense que ça doit marcher de pair. Je pense que euh, moi, je me suis toujours dit, quand je suis entraîneur en chef, je respectais mon staff. On va s'obstiner, là. On va argumenter, là. Puis je suis pas une personne très agréable à travailler avec, là. Mais j'ai toujours le faire dans le respect, par exemple. Le respect, puis je pense que quand tu respectes quelqu'un, ben, tu as le maximum de lui. Puis du moment aussi que tu le respectes plus, ben, tu perds un peu cette personne-là. Puis je pense que c'est un peu là, c'est rendu le coaching aussi quand tu coaches avec les kids. Les kids, même s'ils n'ont rien accompli, ils veulent que tu les respectes. Fait qu'on va commencer par ça. On va le respecter. Mais on va lui faire comprendre, par exemple. On va lui faire comprendre qu'il faut qu'il mérite son respect, tu comprends? Fait que je pense que tu sais, c'est quelque chose qui est très, très big pour moi. Puis l'autre valeur, c'est le travail, man. Moi, je crois dans le travail, man. Je crois dans le travail. Man, si tu commences à compter des heures, t'es un fou. T'es pas dans la bonne business, man. Il n'y a pas. Y a pas. Tu ne peux pas t'en sauver, man. Le travail dans le recrutement, le travail pendant la saison, le travail pour la préparation physique des joueurs, le travail pour leur préparation académique, le travail pour le recrutement, le travail pour préparer un match de foot, le travail pour tout, man. Puis, faut-tu un compétiteur, man? Faut-tu un compétiteur, man? Si t'es pas un compétiteur, tu peux pas être dans cette business-là, man. Faut que tu aimes compétitionner plus que n'importe quoi d'autre. Moi, j'aime, j'aime voler la phrase à Glenn. Anytime, anywhere, je vais être présent. Puis moi, je ne drive que par ça. Moi, je suis un compétiteur, puis dis-moi où, quand, comment, j'arrive à préparer, puis je suis prêt à compétitionner. Puis je pense que tu peux pas être dans cette business-là si tu n'aimes pas compétitionner. Man. Fait que intégrité, respect, travail, compétiteur, je pense que ça définit qui je suis, puis qu'est-ce que moi je prouve. Si tu n'es pas un compétiteur, tu ne peux pas jouer pour moi. Si tu ne veux pas travailler, tu ne peux pas jouer pour moi. Puis si tu n'es pas quelqu'un de respectueux, ben, tu ne peux pas jouer pour moi.
Est-ce que tu as déjà vu une superstition d'avant-match un peu bizarre? Est-ce que moi, j'ai des superstitions? Est-ce que toi, tu as déjà vu? Euh, Bizarre. Je peux pas dire bizarre, non. Parce que je pense que comme joueur, j'étais superstitieux. Comme coach, je dirais, j'ai mon petit rituel là, que je fais toujours. Non, je peux pas dire bizarre. Puis, pour être honnête, je respecte les, je respecte les rituels. Fait que, il n'y a pas grand-chose que j'ai trouvé un peu de bizarre. Je pense que c'est sûr qu'aujourd'hui, je suis plus reculé parce que je suis un coach, je suis un peu plus vieux. Fait que des fois, je suis comme, yo, bro, ça va rien changer, mais pour de vrai, je respecte ça parce que, tu sais, j'ai mon petit rituel, moi aussi. Fait que je pense que je le fais sans me rendre compte, mais j'ai ma petite playlist que je joue toujours dans le même ordre, là, comme c'est toujours les mêmes beats au même moment, dans le même ordre. Fait que j'ai mon petit rituel. J'ai mes petites habitudes, fait que il n'y a rien que je trouve bizarre dans les rituels, pour être honnête. Fait que je respecte tous les gars qui ont des rituels. C'est quoi les 3 chansons pre-game Ultimate de Polo Saint-Vilien? Aïe, 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 aïe. Les Ultimates, c'est sûr, j'ai Hit Me or Love Me de Game. Ça, j'ai pas le choix de l'écouter. J'ai mon Eyes of Tiger de Rocky Balboa, pas le choix de le jouer. Euh, Puis j'ai mon Eyes of Tiger, je l'ai dit, mon Eyes of Tiger. Mhm. Ouais. Ça, c'est le Eyes of deuxième. Tiger, c'est mon deuxième Eyes of Tiger. Mon troisième que j'écoute tout le temps, man, c'est mon petit compas, man. J'ai mon petit compas Mhm. que je suis sorti pour mon petit compas, une petite musique entière que j'aime écouter là, avant mon bill. J'ai mon petit Sweet Mickey que j'aime écouter tout le temps, là, qui me met dans un vibe un peu différent. Fait que, non, man, c'est même pas trois, tu sais, c'est même pas dans trois. Mhm. Mhm. Il y en a un, c'est du hip-hop, il y en a un, c'est du C'est rock, ça. et l'autre, c'est de la musique entière, mais j'écoute les musiques qui vont me mettre sur un vibe que moi, il faut que je sois heureux, man. Fait que, il faut que ça me pompe. Fait que, non, c'est mes trois buts que c'est sûr que tu m'entends jouer avant les matchs, puis les gars, ils rient quand ils me voient chanter, sauter, mais c'est mon vibe. C'est mon vibe. Je suis pas capable de stresser avant un match. Je gère je gère le stress avec la musique. Hmm. Le ou les joueurs les plus underrated que tu as côtoyés? Underrated? Ouais. Underrated. Hey, aïe, 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 c'est une bonne colle, ça. Underrated. Dans les dernières années, là? Dans les... Dans ceux que tu veux. Overall. Ceux que tu veux. Oh là 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 là. Bro, j'en ai coaché beaucoup, là, du monde, là. Tu me fais Mhm. monter loin, là. Underrated. Pour certains, il y en a un, pour certains, il y en a 5. Il n'y a pas il y a pas de mauvaise réponse, vraiment. Wow. Attends une minute, là, tu viens me poser une grosse colle, là. Pendant que tu y Ah, penses, là, ouais. est-ce que Cousineau, tu le considérais dans cette catégorie-là dans le temps qu'il était à Montmorency? Tu as dit, tu sais, est-ce que. Parce que ça m'a frappé parce que, tu sais, Cousineau, il a connu une belle carrière, là, mais est-ce que toi, quand tu l'as eu à Montmorency, tu étais comme, je peux pas croire que ce gars-là, personne ne voit? Euh, Quand j'étais au Carabin, je disais pas ça parce qu'on rushait à 4 puis Gab, il pensait que c'était un blitz, puis il partait à courir partout parce il pensait qu'il était à Momo, là, qu'il avait pas ligné la tête qui le protégeait, là. Mais je te dirais que Gab Cousineau, pour moi, là, c'est c'est le gars qui a connu la plus belle progression que j'ai vue au niveau universitaire. Hmm. C'est peut-être le mot underrated que j'aime pas, là, mais Gab Cousineau, pour moi, c'est comme le meilleur joueur de football qui est passé au Caravane. Ah Comme ouais, tant que ça. c'est le meilleur joueur de football qui est passé au Caravane. Comme hands down, là, même pas proche. Là. Même pas proche. Il n'y a pas personne qui est proche de lui. Là, comme. Et j'ai coaché le Junior Luke, Chagnon, j'ai coaché Baron Archambault, JS Blanc, Ménard, Antoine. J'ai du respect pour tous ces gars-là. Comment il s'appelle? Euh, Andy Boursicot. Yeah, je l'ai coaché, là, des gars, le Carabin, mais
Josh Jesse qui a été au pro, Amin Mamoudi, je peux t'en sortir des noms, j'ai coaché là, les gars. Là. Mais Gabriel Cousineau, là, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Comme quand on pratiquait, sa dernière année, là, je pense qu'il finissait les pratiques puis il était 20 en 20. Il savait c'était quoi la couverture, il savait qu'est-ce qui était libre, il reconnaissait les couvertures. Ces 2 dernières années, là, c'est pas pour rien qu'on a été back-to-back à la Valley Cup en 2014 et 2015. Là. C'est pas parce qu'on était des super coachs, c'est pas parce qu'on avait des super athlètes. Gabriel Cousineau. C'est tout. Puis probablement, j'ai jamais dit, il va sûrement le voir là-dessus. J'ai jamais dit, mais Gabriel Cousineau, c'était le meilleur joueur de foot. C'est le ultimate player pour moi. Là. Puis maintenant que je pense à ta question, c'est probablement lui que je nommerais. Parce que c'est un gars qui vient de Montmorency, c'est un gars qui vient d'un petit programme. Je pense que tout le monde est capable de reconnaître la puissance de son bras, tout le monde est capable de reconnaître qu'il est capable de courir, mais personne ne pensait qu'il était capable de get it done au niveau universitaire, tu sais, qu'il allait le faire. Tu sais. Mais moi, le respect que j'ai pour Gabriel Cousineau comme joueur de foot, puis comme personne, c'est un de mes amis personnels, c'est un gars que j'aime beaucoup. Ça n'a rien à voir. Là. C'est un boss. Les 2 dernières années, il a fait ça comme un boss. Il a fait ça comme un boss. Ouais. C'est quoi la plus grosse erreur qu'une recrue peut faire en arrivant à Carleton dans ta défensive? Penser qu'il est meilleur que moi. Parfait, ça. J'adore Quand, ça. tu sais, je dis ça parce que je ne peux pas être arrogant. C'est juste que, tu sais, quand je faisais les tournois Team Québec, Team Canada, tu sais, je leur dis tout le temps, quand ils arrivaient, mon premier meeting, j'étais comme, il n'y a pas de superstar ici, il y a une seule superstar. Mon coach de D-line, mon coach de linebacker, c'est comme ça que je présentais au fond mes coachs. Fait que lui, puis moi, c'est moi. C'est nous les stars. Vous jouez. C'est tout. Fait que la première erreur qu'il recrue faire, c'est penser qu'il est coquille. Là. Fait que j'aime les casser. Pas que j'aime pas les gars coquilles. Au fait, j'adore les gars coquilles. Mais je prends un mal plaisir à les casser. Fait que que la pire erreur qu'il peut faire, c'est penser que c'est tout. Ce serait quoi ton meilleur livre de football? Ou de sport en général? Wow! C'est peut-être pas juste parce que je viens dans les rangs, là. Celui de Pete Carroll. Mm. Je viens de le lire, là. Puis pour de vrai, c'est un solide. Win Forever de Pete Carroll. Mm. Il est solide. Puis il y a l'autre que je dois lire. On m'a dit qu'il est bon, là, de Urban Meyer. Je l'ai pas encore lu. Mais si tu demandes la date, dans les livres de foot que j'ai lus, Win Forever de Pete Carroll, c'est quelque chose qui rejoint un peu ma mentalité. Tu sais, je te dirais que, tu sais, je pense que la majorité des livres de foot sont bons, mais je te dirais que, tu sais, faut que le livre va avec la même lignée de tes valeurs ou de ta façon de voir les choses ou de comment tu vois le foot. Puis je trouve que Pete Carroll, ben, ça va pas mal dans les lignes directrices que moi je crois au foot. Là, d'avoir du fun, de gagner, de faire tout ce qu'il faut pour gagner. Mais même dans son livre, là, j'ai beaucoup relate à ce qu'il disait de connaître ses joueurs, de connaître la vie de ses joueurs, de se rapprocher de ses joueurs, mais d'avoir du fun, puis que que tu joues Week 14 ou que tu joues le Super Bowl, ben, il faut que ça soit la même approche. Puis, c'est de cultiver ça pendant la saison pour être sûr que tu arrives au moment puis que tu agis de façon le plus naturelle possible. Fait que pour moi, ben, ça me rejoint beaucoup, ce livre-là, Win Forever, que probablement je vais relire encore avant mon début de foot, juste pour me remettre un peu dans le vibe. Mais je dirais que non, ce livre-là, il rejoint mes valeurs et ma philosophie de coach. Dernière question. Pourquoi un joueur devrait aller jouer pour ta défensive à Carleton? Parce qu'on est la meilleure. Tout simplement parce que je pense qu'on joue un système qui se rapproche beaucoup de ce que les gars ils jouent au niveau universitaire. Je pense qu'on les donne les outils nécessaires pour performer au prochain niveau. Puis que, deuxièmement, ben, moi, c'est pas une business, c'est une place, c'est que on est là pour avoir du fun, on va travailler, mais on va
va avoir du fun, on va décontracter. Là. Polo, il coach pas stressé, il va avoir du fun. J'aime pas les gars stressés, j'aime les gars qui ont du fun. On va danser, on va mettre des beats, on pratique notre danse, qu'on va faire des sacs, on pratique notre danse, qu'on va faire des interceptions, on pratique nos returns. Non, on a du fun à travailler, mais on va travailler. C'est moi, j'exige le maximum de mes gars parce que quand je me tape 80, 100 heures de vidéos, ben, c'est parce que j'ai fait ce que j'ai à faire. C'est pour ça que je me permets de pouvoir avoir du fun. C'est pour ça que je me permets de danser dans le warm-up. Je me permets de danser pendant la pratique. Je me permets de sauter sur mes joueurs parce que j'ai poussé au max, parce que je me pousse au max. Fait que, la raison pour devenir joueur à Carleton, c'est parce qu'ils vont coacher avec le meilleur coach de football. Excellent. Ben, je pense que ça fait le tour, Pierre. Oui, ça fait plus que le tour même. Ouais. Ouais, Pour le vraiment. reste, c'était génial. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler de ton parcours de coach. Merci. J'en ai appris beaucoup. Je trouve qu'il y a beaucoup Ouais. de monde aussi qui vont en avoir appris beaucoup. Puis on te souhaite une bonne saison pour la prochaine saison qui s'en vient. Merci en espérant qu'il y en a une. Merci beaucoup, les Bon, gars. on en aura une. C'est bon, merci. Bye.